Bonjour et bienvenue à la grande édition dont voici le sommaire. Les forces rwandaises de défense annoncent avoir initié des réformes au sein de l'armée de réserve dans l'optique de renforcer davantage cette composante. Au sommaire également, des analystes dans le domaine de la loi indiquent qu'il est temps que les confessions religieuses soient dotées d'une nouvelle législation visant la protection des fidèles et pour aider le gouvernement dans son action de contrôle. Ailleurs dans le monde, nous reviendrons sur le Premier ministre fidjien Sidiphetheny Rabuka qui veut reproduire le succès chinois. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les forces rwandaises de défense annoncent avoir initié des réformes au sein de l'armée de réserve dans l'optique de renforcer davantage cette composante. Habituellement, l'armée de réserve est une composante des forces rwandaises de défense constituée de militaires en service actif à plein temps et d'autres qui servent à temps partiel mais qui peuvent être rappelés au service actif chaque fois que de besoin. Dans une conférence de presse ce vendredi à Kigali, le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga, a précisé que désormais l'armée de réserve comprendra la catégorie des personnalités aux compétences particulières qui pourront vaquer à leurs occupations tout en faisant partie de l'armée. Le général Rwivanga a expliqué que cette nouvelle procédure présente beaucoup d'intérêt. Premièrement, un réserviste aura le droit d'avoir un autre emploi, étant au service des forces rwandaises de défense. Il pourrait travailler par exemple dans une ONG ou ailleurs, et en cas de besoin, nous contacterons son employeur pour qu'il revienne à une formation militaire réadaptée. Dans l'armée de réserve professionnelle, même celui qui est en dehors du pays peut être rappelé s'il faut veiller à la protection de l'intégrité du pays par exemple. À ce moment-là, il suit une formation militaire appropriée et après le service militaire, il peut regagner son poste et avoir encore droit à son salaire. Mais pendant le service militaire, c'est bien nous qui le paierons, tant qu'il sera dans la carrière militaire. La récente loi régissant les forces rwandaises de défense stipule que ces dernières sont constituées de 4 composantes suivantes qui sont l'armée de terre, l'armée de l'air, le service de santé militaire et l'armée de réserve. On continue avec l'actualité pour parler de 4 jours après l'investiture du président de la République Paul Kagame pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Rwanda. Les analystes politiques estiment que le leadership du président Kagame inspire la fierté non seulement des Rwandais mais aussi de toute l'Afrique à cause notamment de sa vision panafricaine. Le leadership du président Kagame, ça il faut le saluer vu l'émergence et l'évolution qu'il a donnée sur son activité, même quand il était comme président de l'Union africaine du 28 janvier 2018 jusqu'au 10 février 2019 et qu'il a un peu géré cette structure africaine-là, j'ai été beaucoup plus marqué par son leadership. Et ce leadership a été très dynamique, évolutif et très visionnaire. Parce que vu ses actions aujourd'hui, à l'époque, quand il y avait eu des interventions comme des interventions militaires, on faisait toujours appel à l'Occident, à l'ONU, mais aujourd'hui, il a pu montrer que les Africains peuvent se soutenir et en cela, on peut saluer cette force de l'armée qu'il met qu'on peut retrouver en Centrafrique pour remettre la paix. Oui, l'armée pour la paix en Centrafrique, en Mozambique. Alors, on se rend compte que les Africains aussi sont capables, à travers son leadership, de se prendre en main et de gérer leurs affaires sans toutefois aussi attendre l'aide qui vient de l'Occident ou de l'Orient ou je ne sais pas. Donc, pour moi, personnellement, c'est ce dynamisme-là qui fait en sorte que l'on peut saluer tout ce que le président Kagame a pu faire. Aujourd'hui, il aide les pays africains, soit donc la reconstruction de la politique, qu'elle soit aussi dans l'organisation sécuritaire surtout, et comme je l'ai précisé en République centrafricaine, en Mozambique, au Sud-Soudan et
Et tout cela montre à quel point c'est quelqu'un qui a la vision. Et cette vision, on la voit aussi lorsqu'on entre à Kigali. On voit comment la ville a changé. Kigali a changé. Et pour qu'il y ait ce changement, il faut un bon leadership. Et ce leadership se manifeste par le fait qu'il faut d'abord être un exemple et se mettre aussi en marche avec les autres. Toutefois, l'on peut reconnaître du président Kagame qu'il est quelqu'un qui veut révolutionner les choses. Il veut révolutionner les choses et bon vent à lui et beaucoup de courage. Ce point de vue est partagé par Damien Mozen, originaire du Bénin, qui ajoute que personne n'a le droit de mettre en cause le choix des Rwandais qui se sont prononcés largement en faveur du président Kagame. J'ai vécu longtemps au Ghana et les impacts du président Jerry John Rawlings qui a quand même passé des années à réformer son pays suite malheureusement à un coup d'État. Et il faut avouer que pendant la période de Jerry John Rawlings, pendant 11 ans, il n'y avait pas eu des élections au Ghana. Mais ça a permis quand même à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de se positionner aujourd'hui comme un pays phare, même s'ils ont quelques difficultés de nos jours. Mais le nom Ghana a pu quand même renaître après les failles de Kwame Nkrumah. Alors, ce que le président dit en termes d'analyse, s'il faut l'interpréter, vous vous rendez compte qu'on a des pays qui sont différents dans le monde entier, autant ici aussi en Afrique. Il y a des pays où, par exemple la Suisse, c'est chaque année qu'ils ont de président. Et il n'y a même pas de débat là-dessus que chaque année, il y a un nouveau président en Suisse. C'est leur choix. Les États-Unis font 4 ans, renouvelables seulement une fois. Vous voyez des pays comme le Ghana, ils font 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes partis d'un mandat de 7 ans au Rwanda pour arriver à un mandat de 5 ans. La même chose s'est passée récemment au Sénégal, qui a été représenté aujourd'hui par le Premier ministre Ousmane Sonko. Avant, au temps des autres présidents, c'était 7 ans le mandat au Sénégal. Aujourd'hui, ils ont choisi de faire un mandat de 5 ans. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que la démocratie, si telle est définie que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et avec les réalités que nous vivons aujourd'hui, quand vous voyez par exemple récemment, je crois il y a quelques jours, la question du Bangladesh, c'est le peuple qui s'est levé pour destituer un président et pour faire venir quelqu'un même qui était du dehors pour prendre sa place. Donc ce qui veut dire que si un peuple décide de dire c'est ce que nous pouvons, vous savez 30 ans, nous sommes de la trentaine, mais aujourd'hui on arrive à parler, ça l'est comme si c'est beaucoup d'années, mais c'est quand même pas aussi trop que ça. Et pour changer et ravivre les questions de plaies qui étaient là et qu'il fallait peut-être l'unité nationale pour construire un pays, c'est plus compliqué que ça. Donc ce qu'il veut dire, je crois que l'interprétation de cela, c'est que à un moment donné dans l'histoire des peuples, il faut qu'il y ait des circonstances qui permettent à ce que le Singapour, qui est peut-être le pays phare aujourd'hui, même de nos pays occidentaux, quand vous voyez un peu son histoire politique et son histoire de gouvernance, je pense que l'évidence est là. On n'a pas besoin de passer 1000 chemins pour démontrer qu'il y a des circonstances dans la vie des pays où des situations particulières s'imposent qui exigent une certaine cohésion. Des pays ont décidé peut-être de continuer avec les royaumes, même des pays de l'Occident aujourd'hui, et c'est leur choix. Donc je pense que ce qu'il dit, ça sous-entend cela, et ce que moi, dans mon analyse, j'aurais à ajouter, c'est que si nos pays africains arrivent à un niveau d'indépendance, d'autonomie aussi élevé, je pense que ça permettrait à ce que ce débat n'aurait même pas lieu. Mais malheureusement, parfois, nous nous retrouvons dans des situations où celui qui veut dicter les lois a quand même une certaine force ou une certaine appui qu'il apporte à nos pays, et parfois ça devient une pression. Et c'est pourquoi il a mentionné la question de pression, parce que moi j'ai vu ça au Ghana, et je pense que ce qu'il dit, c'est malheureusement la triste réalité. Vous voyez des pays aujourd'hui qui, à cause de la mauvaise gouvernance, les gens ont dû prendre les armes pour qu'on retourne encore dans des questions de coup d'État. Les analystes dans le domaine de la loi indiquent qu'il est temps que les confessions religieuses soient dotées d'une nouvelle législation visant de protéger donc les fidèles et pour aider le gouvernement dans son action de contrôle. Kassim Youssouf nous fait le point. Des lieux de culte appartenant à différentes confessions religieuses ne remplissant pas les exigences
ont récemment fait l'objet de contrôles et des milliers ont été fermés. C'est une question dont on parle un peu partout sur le territoire national et de surcroît, le chef de l'État y est revenu. Il s'agit d'un problème qui préoccupe beaucoup le gouvernement du Rwanda à cause des escrocs dont le nombre ne cesse d'augmenter dans ce secteur. Le chef de l'État souhaite que des mesures particulières et relatives soient mises en place. Cela va faire que nous mettions en place un impôt pour que l'impôt sur le revenu enregistré soit payé. S'il s'agit d'un revenu issu du mensonge, après avoir escroqué les gens, au moment où on n'est pas encore introduit en justice, qu'on mette d'abord en place un impôt. Et le fait de réaliser des affaires par l'intermédiaire des lieux d'occulte sous prétexte que personne ne viendra vous déranger, non. Ce que vous dérobez, nous allons le partager. Des analystes en matière de la loi indiquent que le souhait du chef de l'État à ce propos est fondé parce qu'il y a même des pays qui disposent dans leur législation des articles qui prévoient que les activités religieuses lucratives soient imposables et que les recettes qui y proviennent soient utiles pour le pays. Cela ne serait pas un cas propre au Rwanda, mais il y a certains pays en Europe et en Afrique qui soumettent un impôt aux confessions religieuses. Il y a par exemple l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse et en Afrique, le Libéria, où les confessions religieuses sont soumises à l'impôt. Le docteur Roussa Vagirisha est écrivain et chercheur en matière de la politique africaine. Il indique que le gouvernement du Rwanda a pris du temps pour mettre en place une législation fiscale qui concerne les confessions religieuses qui doivent payer un impôt conséquent pour aider à la construction du pays et la consolidation du bien-être social. En fait, ces confessions religieuses ne sont pas à but lucratif et c'est comme vendre une illusion, comme si je propose par exemple de la magie et qu'on paye, ou que j'organise un concert et qu'on paye. Comme ces gens n'octroient pas de l'emploi ou ne construisent pas des usines et qu'ils ne participent pas à aucune activité de développement du pays, ils devraient payer au minimum 70% des revenus enregistrés. Des analystes en matière de l'économie et de la politique en Afrique admettent que c'est la prolifération des confessions religieuses qui fait que la pauvreté soit endémique suite aux prédications hérétiques de certaines d'entre elles. Le représentant légal de l'Église anglicane au Rwanda, Monseigneur Dr Laurent Banda, admet aussi qu'il y a de l'anarchie parmi leurs collègues car on trouve des personnes qui se cachent parmi eux et proposent des prédications qui désorientent les fidèles de telle manière que la conjugaison des efforts de tous s'impose pour combattre cette anarchie. Nous devrions voir comment nous mettre à l'unisson et c'est convenable. Il faudrait aussi faire une réflexion sur ce que nous observons et échanger les opinions. Il faudrait aussi que, sur certaines choses que nous jugeons ne pas être convenables, qu'on soit catégorique et dire non parce que c'est une honte pour nous et pour Dieu, que cela déshonore la puissance de Dieu et qu'on se mette ensemble pour les condamner et les combattre. Les prédications hérétiques sont également remarquées dans la région, raison pour laquelle les observateurs avisés du fonctionnement des confessions religieuses souhaitent que les organes concernés soient davantage attentifs avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où le Rwanda intensifie ses efforts de faire face aux effets du changement climatique, les opérateurs privés s'engagent à augmenter le nombre de véhicules électriques afin d'appuyer la politique du pays de réduire de 38% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Jean Damascène Manishimi nous en dit plus. Au garage situé au quartier de Remera, dans la capitale rwandaise Kigali,
Albert s'adonne à la conversion de motos thermiques en motos électriques. Pour y parvenir, il se sert de pièces importées de Chine. Pascal Cuisera, motocycliste, attend impatiemment que cette opération se termine pour repartir avec une moto transformée car il en avait assez des motos thermiques. Ces motos sont excellentes. Avant, je peinais à trouver de l'essence et sa réparation me dérangeait beaucoup. Mais avec celle-ci, je n'ai aucun problème. Avec 2 batteries, je paie 2400 francs rwandais et là, j'ai un gain de 9000 francs rwandais contre 3000 auparavant. Comme ça, je fais vivre facilement ma famille. La vulgarisation des motocyclettes électriques au Rwanda est une tâche que s'est assignée Donald Rukotana Kabanda, qui fait le commerce des motos électriques depuis 5 ans. Pour réaliser ses ambitions, il a opté pour les importations chinoises, parce qu'il est conscient de l'importance que ça représente pour les particuliers et pour le pays. J'utilise un véhicule électrique depuis 3 ans sans problème. J'économise 4,5 millions de francs par an si je compare avec le véhicule diesel que j'utilisais avant. C'est très important pour un pays comme le Rwanda qui doit importer des produits pétroliers alors que l'électricité, nous la produisons nous-mêmes ici. Ainsi, ça nous aide à équilibrer notre économie. Le Rwanda ne connaît pas seulement les motocyclettes électriques. Depuis 2022, une société dénommée Prev Rwanda importe des voitures électriques depuis la Chine et a déjà mis sur le marché rwandais environ une centaine de voitures électriques de marque chinoise. Le président de cette société se félicite de l'intérêt que ses clients manifestent envers les voitures électriques. La mentalité des gens sur ces véhicules électriques évolue bien. Les gens s'en procurent de plus en plus, non seulement des particuliers, mais aussi des entreprises. Les investisseurs dans ce secteur augmentent aussi. Nombreux sont des opérateurs privés qui ont choisi d'investir dans le commerce des véhicules électriques. Les usagers de ces véhicules électriques apprécient leur qualité, comme Uber, qui jouit des bienfaits de la technologie chinoise. Les Chinois dominent aujourd'hui toute la technologie mondiale. Si ces véhicules de marque chinoise sont d'une haute qualité, rien d'étonnant, car tout ce que nous utilisons dans la vie ordinaire nous vient de Chine. Ces véhicules ne font pas de bruit, tu ne peux même pas savoir qu'ils roulent. Non seulement ils ne polluent pas l'environnement, mais aussi ils nous protègent contre le bruit. Les défenseurs de l'environnement estiment que le choix de privilégier des véhicules électriques au Rwanda est salutaire non seulement pour le pays, mais aussi pour le monde entier. La diminution du nombre de véhicules thermiques baisse aussi la pollution de l'air. Les véhicules électriques ne sont pas polluants. Pour le Rwanda, il est important d'initier un tel programme. C'est une meilleure façon de protéger la société et une telle politique devrait servir d'exemple à d'autres pays. Dans ses efforts de faire de la propreté une culture et de mieux protéger l'environnement, d'ici 2030, le Rwanda s'est fixé l'objectif d'avoir au moins 20% de bus électriques dans le transport public, 30% de motocyclettes et 8% des véhicules des particuliers. On continue avec la technologie pour parler du ministère de la Technologie et Innovation en cours d'élaboration des stratégies particulières visant au développement et soutien apporté à la technologie dont on se sert dans les services financiers. Il s'agit des stratégies qui aideront à accroître le nombre de Rwandais ayant facilement accès aux services financiers et à attirer beaucoup d'investisseurs dans ce secteur. Kassim Youssef. La société internationale McKinsey indique que le marché des services financiers en Afrique s'élargit de plus en plus, où sa croissance est de 10% chaque année. Cet agrandissement donne l'espoir que l'année prochaine, ce marché pourra enregistrer des recettes de plus de 230 milliards de dollars américains.
Le Rwanda, en tant que pays africain qui a dans ses priorités l'exploitation de la technologie dans les services financiers, continue à gagner beaucoup d'entrepreneurs dans ce secteur. Kaïsire Crespin et Kaïsire Kevin sont des jeunes qui ont créé une entreprise qui aide les commerçants détaillants à enregistrer les informations relatives à leur commerce dans le système informatique qui montre le mouvement des stocks et la marge brute réalisée sans que la présence d'un comptable soit nécessaire. Au départ, beaucoup de commerçants détaillants n'ont pas compris immédiatement l'importance de se servir de la technologie dans leur travail quotidien, mais au fil des jours, ils en comprennent la nécessité. La directrice générale au ministère de la Technologie et l'Innovation, Kunda Esther, admet que le gouvernement du Rwanda fournit depuis un certain temps des efforts dans l'utilisation de la technologie dans les services des finances et qu'actuellement des stratégies particulières pour soutenir ce secteur sont en cours d'élaboration. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation indique en outre que ces stratégies auront pour but de fournir l'opportunité à quiconque voudrait investir dans les services financiers à l'aide de la technologie. La récente enquête Finscope 2024 révèle que 96% des Rwandais ont accès aux services financiers par rapport à 93% en 2020 et c'est grâce à l'usage de la technologie qui s'est accru un peu partout sur le territoire national. Revenons sur les accords de partenariat de l'Office rwandais de l'énergie atomique avec l'Institut américain Nanonuclear Energy qui trace un chemin pour que le Rwanda puisse diversifier ses sources d'électricité. Les détails, c'est dans le récit suivant. Signature d'accord de partenariat entre l'Office rwandais de l'énergie atomique et l'Institut américain Nanonuclear Energy. Le directeur général de RAEP, Dr Fidel Ndahayo, indique que les accords signés constituent une grande opportunité pour le Rwanda sur le marché régional. Ça démontre également la volonté du Rwanda de redoubler de vitesse le processus d'accélération des technologies innovantes. Si on considère plusieurs pays africains, ils ont besoin de cette technologie, pareil pour le Rwanda, et c'est une opportunité car l'assemblage se ferait ici et serait facile d'avoir un marché à partir d'ici, d'autant plus qu'il y aura des personnes compétentes et il y aura création d'emplois pour les Rwandais. James Walker, PDG de Nano Energy Inc., s'exprime à ce propos. Ceci offrira une meilleure opportunité de relever les défis en rapport avec l'eau, l'agriculture, l'habitat, les véhicules électriques. C'est actuellement un bon moyen de faire parvenir l'électricité partout et surtout dans de grands projets. Et le plus appréciable est que le matériel est portable. Entre 5 à 10 MW d'énergie utilisée dans les industries et les ménages est ce qui peut être utilisé par jour si à usage de cette nouvelle méthode et sera question d'électricité qui durera 20 ans avant que le matériel qui en produit soit remplacé. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Je suis Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.